est une machine qui a été commercialisée en 1985 et qui a apporté quelque chose de nouveau à l'époque. C'était une interface utilisateur graphique. En 1985, nous avions sur le marché, IBM avait sorti son PC AT basé sur un processeur 80286 qui est un 16 bits. Apple commercialisait son Macintosh qui avait une interface graphique qui était déjà très révolutionnaire pour l'époque. Atari arrive avec le 1040 STF. Quant à son concurrent le plus important qui va apparaître en 1985 aussi, le Commodore Amiga 1000, il faudra attendre plus ou moins fin 1985 pour qu'il apparaisse sur le marché américain et 1986 pour qu'il arrive sur le marché européen. Ce que nous allons voir ici, c'est vraiment une démonstration du fonctionnement du GEM, de son interface graphique, comment ça se faisait en 1985 quand sur des IBM PC ça n'existait pas du tout. Microsoft venait de sortir son Windows version 1.0 qui est plus basé sur des éléments semi-graphiques que des éléments entièrement graphiques. Bien, commençons. Démarrons l'ordinateur. Et nous voyons cet écran blanc. On entend un petit bruit, c'est le lecteur de disquette qui essaye de faire quelque chose. Et donc, nous attendons tout simplement que le lecteur de disquette donne une réponse. Tout le système est basé sur deux éléments. Nous avons le TOS, qui veut dire The Operating System, qui sera d'ailleurs surnommé le Tramiel Operating System. Cela vient du nom du président de la société Atari, qui était Jack Tramiel. Et il y a une surcouche qui est le GEM, le Graphical Environment Manager, qui est toute la partie graphique, celle qui va nous indiquer un bureau, des icônes, un menu déroulant, et qui nous donne la possibilité de l'utilisation d'une souris. Voilà, notre ordinateur a démarré. On voit que sur mon moniteur, j'ai un petit décalage. On va recentrer tout ça. Voilà. Et maintenant, nous sommes prêts à utiliser l'ordinateur. Donc, comme je vous disais, le démarrage a été long. Il cherchait quelque chose sur une disquette. Je n'ai pas mis de lecteur de disquette dans cet appareil. Il a attendu une réponse d'une disquette. Il cherche des éléments et il les a en fin de compte pas eu de réponse. C'est pour ça qu'on a eu ce délai qui est très long. Maintenant, j'insère une disquette dans le lecteur A et je réinitialise l'ordinateur. Et vous voyez que là, le démarrage est beaucoup plus rapide. Tout simplement, le lecteur de disquette a répondu. L'Atari a été chercher certains composants sur la disquette. Cette disquette est parfaitement vide. Et l'Atari, à ce moment-là, démarre sur tous ses paramètres par défaut. Nous avons une particularité sur ces machines, ce sont ces résolutions d'écran. Un Atari ST a 3 résolutions d'écran. Nous avons la basse résolution qui est du 320 x 200 pixels. Il peut afficher 16 couleurs simultanément sur une palette de 256. Nous avons la moyenne résolution qui affiche du 640 x 200 pixels et elle peut afficher 4 couleurs simultanément sur une palette de 256. Et ici, nous sommes en haute résolution, 640 x 400 pixels en monochrome. À l'époque, pour afficher ces 3 résolutions, il fallait 2 écrans différents. Nous avions un écran couleur qui était capable d'afficher la basse et la moyenne résolution et un écran monochrome pour la haute résolution.
Selon l'écran qui est branché sur l'ordinateur, il détecte si c'est un écran basse, moyenne ou haute résolution qui est connecté. Et donc quand je suis en haute résolution, on démarre directement en haute résolution et nous empêchera de passer à une autre. C'est tout aussi valable pour l'écran couleur. La haute résolution a été considérée à l'époque comme une résolution à usage professionnel. Tous les utilitaires fonctionnaient sous la haute résolution. Une partie des utilitaires acceptaient de fonctionner en moyenne résolution, mais quasiment jamais en basse résolution. La haute résolution nous amène une belle image, bien nette, avec une confortable surface de travail. Regardons ça ensemble. Donc, la base de tout ceci, c'est que nous avons un bureau sur lequel nous avons deux lecteurs de disques. Ce sont deux lecteurs de disquettes, A et B, une corbeille, et ici en haut, nous avons un menu déroulant. Pour l'instant, sur cet ordinateur, je n'ai pas enclenché son lecteur de disquette externe. Il n'y a que le lecteur de disquette A qui est en interne. C'est un Atari 1040 ST F, F voulant dire floppy, ce qui a permis à Atari d'intégrer le lecteur de disquette dans le boîtier de l'ordinateur, et comme ça a un peu agrandi le boîtier de l'ordinateur, ils ont pu aussi intégrer son alimentation électrique. Ouvrons la disquette A, double-clic. Donc vous voyez, j'ai une souris, tout ça au jour d'aujourd'hui a l'air très conventionnel. Mais à l'époque, en 1985, c'était des choses absolument révolutionnaires. Ici, j'ai une fenêtre de type GEM. Donc on voit que j'ai une barre qui m'indique l'endroit où je suis. Je suis sur la disquette A. Et ici, j'ai une information au niveau du répertoire dans lequel je suis. Donc j'ai 0 octet utilisé par 0 objet. C'est normal, tout est vide. Si je saisis ma fenêtre par la barre supérieure, eh bien, vous voyez que je peux la déplacer. Quand je la déplace, on a cette ombre qui se fait, qui apparaît, et voilà, je mets l'endroit où je veux, je lâche la souris, et la fenêtre est repositionnée. Je vais ouvrir la disquette B. Alors, comme j'ai qu'un seul lecteur physique, j'ai toute la gestion de la disquette B et de la disquette A dans le lecteur A. Je confirme. Et voilà une deuxième fenêtre qui s'ouvre. Donc elle est exactement comme avant. Je suis bien dans le lecteur B. Je peux la repositionner comme tout à l'heure. Ici, je peux passer en affichage plein écran ou revenir à l'affichage précédent. Ici, je peux redimensionner la fenêtre. Vous voyez que ici en bas, j'ai un ascenseur horizontal qui me permet de me déplacer par rapport au contenu de la fenêtre. J'ai aussi des flèches qui me permettent de faire exactement la même chose. Et ici, j'ai l'ascenseur vertical avec ces flèches qui ont exactement la même application. Ce bouton ici, eh bien, il a une double fonction. Si je vais à l'intérieur d'un répertoire, vous voyez que là, je suis bien dans un répertoire. Si j'appuie sur ce bouton, j'en ressors. Si je rappuie dessus, je ferme la fenêtre. Nous voyons les icônes comme elles sont dans le GEM. Donc, ça c'est l'icône de tout type de fichier. Cette icône représente toute application utilisable. L'Atari reconnaît le type de fichier par l'extension. Vous voyez qu'ici j'ai une extension app pour application. J'aurai la même icône si j'ai une extension PRG pour programme ou TOS pour The Operating System. Tout le reste aura un affichage comme cette icône qu'on a ici. Ici au début, c'est l'icône pour un
répertoire. Donc, dans ces icônes-là, je peux aller à l'intérieur et il contient des fichiers. Il contient des fichiers où il peut contenir des sous-dossiers. Je peux aller jusqu'à 8 niveaux de sous-dossiers. On voit que quand je vais dans un dossier, ma barre d'information m'indique, maintenant je suis bien dans le lecteur de disquette ou sur la disquette B, puis je suis sur le lecteur de disquette A, dans le répertoire Fonts, qui contient, qui occupe cette capacité sur la disquette, qui contient 16 objets. Si je remonte d'un niveau, je suis sur le répertoire racine de ma disquette, et bien je vois que les 7 objets qui sont à ce niveau prennent cet espace disque. L'information ici est vraiment sur le contenu visible du répertoire dans lequel je suis. Vous voyez très bien ici, je n'ai qu'un objet qui a cette capacité-là. Voyons un peu les autres fonctions. Nous avons une corbeille. Si je double-clique sur la corbeille, je ne peux pas ouvrir l'icône de la corbeille. Ce n'est pas un endroit où je peux stocker des fichiers que je veux supprimer. Tous les fichiers ou tous les éléments que je mets dans la corbeille sont immédiatement supprimés. Il n'y a pas de possibilité de les récupérer. Donc je n'ai jamais besoin de vider la corbeille non plus. On va parler d'une limite de l'Atari. Vous voyez que là j'ai ouvert 2 fenêtres qui correspondent à 2 disquettes. Je vais recliquer sur mon lecteur B. J'en ouvre une troisième. J'en ouvre une quatrième. Et je ne peux plus en ouvrir. J'aime ne peut afficher que 4 fenêtres simultanément. Je ne peux pas aller au-delà de cette valeur. Regardons maintenant le menu déroulant. Nous avons d'abord bureau, information sur le bureau. C'est tout simplement l'information sur la version du TOS et du GEM qui est dans cette machine-là. On voit qu'il y a un TOS, on voit le logo Atari, on voit que le copyright est de 1985. Ça m'indique que j'ai un TOS et un GEM version 1.0. On n'aura jamais une indication de version de ce qui est implanté dans la machine. On verra simplement les années se suivre. Quand je vois copyright 1985, 1986, 1987, etc., c'est que je vais me trouver sur un TOS ou un TOS et un GEM 1.2, 1.4, 1.6 et ainsi de suite. Le TOS est bien fait par Atari, mais le GEM est fait par Digital Research. Atari a implanté cette interface graphique dans leur système. On trouvera d'ailleurs un GEM qui fonctionnera sur les IBM PC qu'on pouvait trouver en alternative à Windows. Malheureusement, le GEM dans le monde des IBM PC n'a jamais pris. Nous avons le menu fichier. Donc dans le menu fichier, j'ai des éléments qui sont actifs, j'ai des éléments qui ne le sont pas, pardonnez-moi. Voilà. Comme je ne vais pas modifier cette disquette, revenons sur la disquette A. Vous voyez que fichier, je peux créer un nouveau dossier. Je vais l'appeler démo. Confirmer. Il faut insérer la disquette A dans le lecteur A. Et vous voyez que mon répertoire a été créé. Donc je peux aussi aller à l'intérieur. Fermer. Je ferme le dossier dans lequel je suis. Fermer la fenêtre. Bien, je ferme la fenêtre. C'est quelque chose qui s'explique assez par lui-même. Si je veux activer ou utiliser une des fonctions, il faut que j'active quelque chose. Par exemple, si maintenant je sélectionne mon lecteur de disquette A,
il est actif. Vous voyez que par exemple je peux l'ouvrir, alors bon je l'ai déjà ouvert, mais je peux demander des informations. Et vous voyez le nom de la disquette, il contient un dossier et l'espace disque libre, ça ne contient strictement rien. Alors ce serait un peu plus parlant, disquette B, information. Oui, il faut faire le changement de la disquette. Je confirme. La disquette B n'a pas de nom, mais vous voyez, j'ai 3 dossiers, 22 objets, l'espace occupé et l'espace libre. Ce type d'information va aussi fonctionner au niveau d'un fichier tout seul. Voilà. Et sur un fichier, je peux lui changer le nom. L'espace qu'il prend d'intérieur de sa création, son attribut, il est en lecture-écriture. Je pourrais le faire passer en lecture uniquement, dans le but de me protéger contre un effacement accidentel, par exemple. Et voilà les options disponibles. On a vu qu'un lecteur de disquette, je ne peux pas changer son nom. Le seul moyen pour changer son nom, c'est reformater la disquette. On copie une disquette sur celle-ci. Dossier, je sélectionne un dossier, information, et là, je ne peux pas changer le nom du dossier. Date de création et l'heure, nombre de dossiers que contient celui-ci, le nombre d'objets et l'espace qu'il prend sur le disque. Et vous voyez ici, si je retourne sur ma disquette A, je prends mon dossier démo. Quand je bouge un objet, je reste appuyé sur la souris, on voit cette ombre qui se déplace avec la souris. Je le mets dans la corbeille s'active, je lâche. Bien sûr, il faut que j'aie la bonne disquette dans le lecteur. Demande de confirmation pour la suppression d'objet. Et mon objet est supprimé et je ne peux pas le récupérer d'une manière ou d'une autre. Je resélectionne mon lecteur A, fichier, on a ici l'option de formatage, l'avertissement en formatage efface tout le contenu de la disquette. Je confirme, formatage, nom de l'unité A, nom du disque, je l'appelle cible. Je peux formater en simple face ou double face. En simple face, c'est pour rester compatible avec le lecteur de disquette externe simple face, l'Atari SF354, qui a une capacité de 320 kilo-octets. Double face, eh bien, ce sont des lecteurs qui ont une capacité de 720 kilo-octets. Tous les Atari STF, donc le lecteur de disquette intégré dans son boîtier, ont des lecteurs double face. Donc je choisis en l'occurrence double face, je formate et l'opération suit son cours. On entend d'ailleurs très bien ce lecteur de disquette qui travaille, puisqu'on entend chaque changement de piste de la tête. Quand j'enclencherai mon lecteur de disquette externe, lui est un lecteur qui est parfaitement silencieux, on entend pratiquement aucun bruit de fonctionnement.
Voilà, l'opération est faite et il nous indique la capacité du lecteur de disquette disponible. Donc ici on voit qu'il a 726 016 octets disponibles. C'est la capacité native de l'Atari, mais je pourrais avoir moins par exemple. C'est si pendant le formatage il détecte des secteurs défectueux, je peux tout d'un coup avoir ce que 720 000, 718 000 octets c'est disponible, et ça en général c'est un signe que la disquette est quand même très fatiguée et qu'il faudrait la jeter. Elle n'est plus fiable. Donc je sors de mon programme de formatage, insérer la disquette B dans le lecteur B. Donc ici je n'ai pas cliqué sur le bouton, j'ai simplement appuyé sur la touche Enter. Et voici l'opération terminée. Si j'avais vérifié, la disquette a bien le nom que je lui ai donné et a bien sa capacité nominale. Copier des fichiers ou des dossiers. Alors je vais juste contrôler combien de fichiers j'ai dans ce dossier, parce que vous allez comprendre pourquoi. Là, j'ai qu'un seul fichier dans ce dossier. Eh bien, c'est très bien. Donc, je vais vouloir copier ce dossier. Et si j'appuie sur la touche majuscule et que je choisis ce fichier, pardon, c'était la touche. Oui, la touche majuscule, je me suis trompé de touche tout à l'heure. Je peux donc choisir individuellement les fichiers que je veux copier. Je les prends, je reste appuyé sur le bouton de la souris. Vous voyez que les deux ombres me suivent. Je les dépose sur le lecteur A. Je relâche. Confirmation avant la copie. Un dossier à copier, deux objets à copier. C'est juste. Je confirme. Alors insérer la disquette A dans le lecteur A. Insérer la disquette B dans le lecteur B, et là il faut bien faire attention quand je fais la manipulation des disquettes que la petite LED du lecteur de disquette soit bien éteinte, que le lecteur de disquette ait fini toutes ses opérations. On voit que pour 3 objets, la manipulation des disquettes devient relativement vite infernale. Devrait gentiment arriver au bout. Voilà. Donc j'ai fait quand même toute une série de manipulations de changement de disquette juste pour copier un dossier qui contient un fichier et un fichier, ce qui faisait les 3 objets que je copiais tout à l'heure. Ce que je vais faire maintenant, c'est je mets en marche mon lecteur de disquette externe et je réinitialise l'ordinateur. Démarrage tout aussi rapide puisque j'ai remis ma disquette. Quand j'arrête, je mets en marche ou je réinitialise un ordinateur, j'ai pour habitude d'éjecter la disquette de son lecteur. Et une fois que j'ai fait la mise en marche ou le reset, je mets la disquette dans son lecteur.
Au moment où on fait cette opération, il peut arriver qu'il y ait un petit signal qui parte sur la tête de lecture-écriture du lecteur de disquette, et selon où elle est positionnée, serait capable de désorganiser les données qui sont sur la disquette et de la rendre illisible, ou de corrompre les fichiers qui sont sur cette disquette. Donc cette fois, j'ouvre ma disquette A, j'ai bien mes trois objets de tout à l'heure, et j'ouvre ma disquette B. Et bien cette fois, je n'ai plus de message de changement de disquette par rapport au lecteur, puisque j'ai physiquement un lecteur connecté sur mon Atari. Et donc ici, je peux vous faire une démonstration. Je vais prendre cette fois ce répertoire. Ce répertoire contient beaucoup plus de fichiers. Il a 16 objets. Donc, prenons celui-ci. Prenons un autre fichier. Je le mets. J'ai donc un dossier à copier, 17 objets à copier. Et en fin de compte, maintenant tout va se faire tout seul. Alors, vous avez vu le nombre de manipulations que j'ai dû faire pour les trois objets de tout à l'heure. Et bien ici, je passerai ma vie à changer des disquettes dans le lecteur. Donc l'usage d'un lecteur externe devient très vite quelque chose d'extrêmement intéressant. On voit que quand on travaille avec des lecteurs de disquettes, bien les choses prennent leur temps. Un lecteur de disquettes, si je ne m'abuse, sur les Atari, ont un débit de globalement 500 kilobits par seconde. Au jour d'aujourd'hui, quand on voit les disques SSD qui sont commercialisés, bien entendu, ce serait fait en quelques secondes. Mais ici, il faut le temps de lire les informations, le temps de les transférer. On est bien dans une technologie de 1985. Et à l'époque, c'était vraiment des machines super rapides. Voilà. La copie est faite, j'ai pas besoin de faire ma manipulation et tout s'est très bien passé. Ça, c'est comment je peux copier des disquettes, comment je peux copier des dossiers. Ici, j'ai fait une sélection manuelle, et bien entendu, si je me mets ici en haut à gauche et que je fais une sélection de plusieurs objets, tous ces objets s'activent, et si je désire les copier, eh bien, je n'ai qu'à les déplacer ainsi. L'interface graphique me permet bien entendu de copier une disquette sur une autre. Je peux très bien prendre ici ma disquette B, je la mets sur la disquette A, je relâche. Mon message d'avertissement qui va dire que toutes les données du lecteur A vont être effacées, je confirme. Mon programme de copie, unité de départ B, unité d'arrivée A, est copié. On voit que il charge les données du disque B en mémoire.
et de la mémoire, recopie ça sur la disquette cible. Quand on voit l'interface, le graphisme, un peu l'utilisation de l'interface, pour les gens qui utilisaient des époux Macintosh ou qui les connaissent, c'est quelque chose qui leur est très familier. D'ailleurs, c'était un des reproches faits à l'Atari, c'est que c'était une copie du Macintosh. En réalité, c'est un peu plus compliqué que ça, puisque l'interface graphique, toute cette manipulation par souris, par menu déroulant et par les icônes, par une souris, c'est pas du tout une invention qui a été faite par Apple. C'est un système qui a été fait, qui a été créé chez Xerox. Apple avait repris ce système et l'a adapté à ses besoins sur les Macintosh. Au début, il l'avait adapté sur le Lisa, puis sur le Macintosh, et Atari a aussi repris ça pour l'implanter dans l'Atari. Donc à l'utilisation qu'on ait un Macintosh ou un Atari, c'était quasiment identique. Simplement, un Atari était un tiers jusqu'à moitié moins cher qu'un Macintosh. Et il a été, par ce fait, surnommé aussi le Jackintosh, toujours en référence à son président, M. Jack Tramiel. M. Jack Tramiel, qui est par ailleurs le fondateur de la maison Commodore. On voit que beaucoup d'histoires à l'époque ont les gens qui faisaient, qui créaient les systèmes ou les différents constructeurs où les différents systèmes sont très très liés les unes aux autres. Donc on voit qu'ici il fait une deuxième passe car il copie une face après l'autre. Voilà, ma copie est terminée. Je peux sortir de mon programme de copie. Et je vois que le contenu de mes deux disquettes est identique. Ça va jusqu'à un point tel que si je vais dans les informations de la disquette en elle-même, eh bien elle n'a plus de nom. Rappelez-vous qu'avant elle s'appelait cible. En fin de compte, c'est vraiment une copie 1 à 1 de la disquette source à la disquette cible. Voilà pour le menu fichier. Menu visualisation. Et bien, ici, ce qui est actif, et c'est ce qui est actif par défaut, c'est la visualisation par icône. Je peux avoir une visualisation texte. L'avantage, c'est qu'on voit beaucoup plus d'informations. Pour chaque fichier, je vois tout de suite la capacité qu'il prend, date et heure de création. La présentation est comme tout ce qu'on voit aujourd'hui. D'abord les répertoires, puis les fichiers. Les répertoires, on les connaît grâce à ces petites icônes. Je peux donc aussi aller à l'intérieur et j'ai cet affichage qui apparaît. J'ai les tris par nom, par date, taille ou par type. Type, c'est il trie sur l'extension du fichier qui est ici. Alors, revenons sur un affichage en icône, revenons sur le tri par défaut, le tri par nom. Et vous voyez, ce menu de visualisation ne gère que ces éléments-là. Options. Options, nous avons ces deux options qui sont ici, qui sont d'ailleurs grisées. Installer une unité disque, installer une application et juste définir les préférences, sauvegarder le numéro, impression de l'écran. Alors, si je veux installer une unité disque, j'active la disquette, je vais dans options, vous voyez que mon option c'est activer, je sélectionne et ici je pourrais créer un disque D par exemple.
L'utilité, c'est dans le cas où je branche un lecteur de disque dur externe, comme un Megafile 30 ou un Megafile 60, eh bien je peux déclarer les disques logiques qui seront dans ces disques durs. Donc Atari Megafile 30, 60, respectivement 30 et 60 mégaoctets. Ce qui était des capacités absolument énormes pour l'époque. Comme je peux sélectionner une unité de disque et la supprimer. Pour l'autre option, eh bien, je choisis une application dans Options et je pourrais installer une application. Il y a fort peu d'applications qui utilisaient ça. Normalement, on a soit directement un programme d'installation où on ne fait que copier le contenu d'une disquette dans le contenu du répertoire d'un disque dur et l'application est déjà fonctionnelle. Nous avons ici définir les préférences. Vous voyez que c'est incroyablement spartiate, on a juste confirmé les suppressions. Vous avez vu avant, quand j'ai mis un dossier dans la corbeille, on m'a demandé est-ce que vous voulez vraiment le mettre dans la corbeille, oui ou non. Et bien je peux activer ou désactiver ce message, confirmer les copies, c'est exactement la même chose pour les copies de fichiers. Ici, résolution d'écran, on retrouve nos 3 résolutions d'écran dont je vous parlais au début, basse, moyenne et haute. Je suis sur un écran haute résolution, l'Atari le détecte sur la prise monitor de l'Atari, une pin lui transmet l'information, est-ce que c'est de la haute résolution ou non. Là il a détecté, donc il ne me donne pas la possibilité de passer en basse ou moyenne résolution. Sauvegarder le bureau. Sauvegarder le bureau, tout simplement, c'est quand je démarre mon ordinateur, que j'insère la disquette, je veux que mon bureau il ait un certain aspect, qu'il ait mes icônes soient à une certaine place, je veux que telle ou telle fenêtre soit ouverte, et bien je peux sauvegarder ça. Et comme ça, chaque fois que je mettrai ou que je démarre sur cette disquette-là, il aura bien l'aspect que je voulais. Alors, ici, là, je vais tout simplement fermer ma disquette B. Option, sauvegarde du bureau. Quand je sauvegarde le bureau, il me met un fichier qui s'appelle Desktop Inf pour information, dont le répertoire source de la disquette dans le lecteur A. Si j'ai un disque dur, il le met dans le répertoire source du disque C. Et maintenant, vous voyez que si je ferme cette fenêtre, que je réinitialise mon ordinateur, il se réinitialise avec la fenêtre de la lecteur du disquette A directement ouvert à l'emplacement où je l'ai laissé auparavant. Et d'ailleurs, si j'ouvre maintenant le lecteur B, la fenêtre, la même taille que précédemment, je n'ai pas besoin de la redimensionner. Nous reviendrons sur cette option aussi un peu plus tard. Et impression de l'écran. Alors, il faudrait que j'ai une imprimante qui soit connectée sur mon Atari, ce qui n'est pas le cas dans cette démonstration. Et ça me fait une impression du bureau tel quel de l'écran sur l'imprimante. Donc, il faut se rendre compte qu'à l'époque, on avait essentiellement des imprimantes matricielles avec des aiguilles. Et donc, soit on avait des 9 aiguilles, il y avait certains constructeurs faisaient des 18 aiguilles, des 24 aiguilles. Donc, plus j'ai d'aiguilles, plus la définition est fine. Et on imprime ça sur une feuille. C'est une impression en noir et blanc, bien entendu. Mais la résolution de l'impression par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui reste quelque chose d'incroyablement grossier. Mais à l'époque, une imprimante laser en 1985, c'est quelque chose qui avoisinait facilement les 5 000 ou 6 000 francs. C'était des choses qui étaient incroyablement chères.
Ici, on a fait un peu le tour du gemme. Maintenant, je vais vous parler d'une petite spécificité de cette machine. Alors, pour ce faire, je vais tout simplement vider le contenu de ma disquette. Vous voyez là, je sélectionne tout, je prends, je mets à la corbeille, je lâche 3 objets, 23 objets et 3 dossiers à supprimer, je confirme. La particularité de la machine sur laquelle je travaille, c'est physiquement une machine allemande. Mais vous voyez que le TOS et le GEM est en français. Donc ouvrons la disquette B. Voilà. Dans cette disquette B, j'ai un programme qui s'appelle Papyrus Application. C'est un traitement de texte. Et bien sûr, il faut que ça ne fonctionne pas. Laissons aller. Les disquettes sur lesquelles je travaille sont des disquettes qui ont quand même une bonne trentaine d'années. Et donc, la fiabilité peut être mise en question. Mais trouver des disquettes double de sauté aujourd'hui neuves, c'est quasiment le domaine de l'impossible. Voilà, donc ici je suis dans un programme de traitement de texte qui s'appelle Papyrus. Donc c'est une version démo. Voilà, je ferme ce document, fichier nouveau, et donc le fait que je me retrouve physiquement sur une machine allemande, mais qui contient un DOS et un GEM en français, m'amène quelque chose d'un peu ennuyeux qui est au niveau du clavier. Donc chez moi, quand j'appuie sur les touches Q, W, E, R, T, Z, eh bien j'ai les caractères AZERTY qui apparaissent. Donc je suis vraiment sur un clavier français. Donc il faut bien que je puisse corriger ça, parce que utiliser un clavier allemand qui m'affiche les caractères français, la disposition est quand même très différente. C'est pas quelque chose qui est très pratique. Alors je ne vais pas enregistrer ce document. Donc la solution serait par exemple c'est la solution. Il faut utiliser un programme qui va changer la cartographie de mon clavier. Maintenant, j'aimerais pas devoir à chaque fois que je démarre sur une disquette, avant d'utiliser mon programme de traitement de texte, devoir cliquer sur ce programme, parce que c'est sûr que j'ai oublié. Donc après, je parle mon clavier, il faut que je ressorte, que je mets et que j'active et que je retourne dans mon programme. Alors, on a une possibilité de faire démarrer automatiquement des programmes lors de l'initialisation. Et la solution est la suivante. Il faut que j'aille dans la disquette de démarrage, que je vais utiliser pour mon démarrage. Je crée un dossier qui s'appelle Auto. Vous voyez que je me suis trompé de touche. Auto. Et que je le mette dans le répertoire racine de ma disquette. Puis, à l'intérieur du dossier Auto,
je prends mon programme et je le copie. À chaque démarrage, l'Atari va contrôler l'existence ou non d'un dossier auto et s'il existe, va exécuter tous les programmes qu'il contient. Donc, je réinitialise. Voilà, clavier suisse romand installé. Vous voyez que dans ma disquette de boot, je n'ai bien que ce dossier. Je vais rouvrir ma disquette B. Je vais lui mettre la bonne disquette. Voilà, je relance Papyrus. Cette problématique de clavier elle est typique dans la région où je suis. En réalité, je suis en Suisse romande et en Suisse, nous avons des claviers suisse-français et suisse-allemand qui sont des claviers différents de ce que l'on trouve en France ou de ce que l'on trouve en Allemagne. Quand on regarde les configurations pour PC, voire dans les configurations de Linux, on va trouver d'ailleurs ces claviers, ces définitions de claviers suisse, français et suisse-allemand. Mais comme la Suisse romande est un bassin de clientèle qui est extrêmement restreint, il n'est pas réellement beaucoup au monde, ou si on compare par rapport aux Français, c'est à peine un petit département. Bien, la solution qui avait été choisie par Atari Suisse à l'époque, c'est de prendre des machines commercialisées en Allemagne, de leur mettre un TOS et un GEM français et de mettre ce petit programme à disposition pour corriger la cartographie. Donc si vous voyez maintenant, je fais nouveau et que j'appuie sur QWERTZ, j'ai bien les caractères qui apparaissent et là c'est vraiment un peu des touches. Ah, ça c'est un problème de ce programme. C'est un programme qui est d'origine allemande d'ailleurs et qui a été francisé. Mais nous, les touches accent aigu, accent grave et à accent grave sont à des endroits spécifiques. Ils sont donc en version suisse romande, quand j'appuie sur ces trois touches, j'ai les caractères accent aigu qui apparaissent. Et si j'appuie en majuscule, j'ai U tréma, O tréma et I tréma qui apparaissent. Et dans la version suisse allemande du clavier, elles sont inversées. Le but ici était de vous montrer surtout le fait que la possibilité que nous avons de créer un dossier auto, de mettre des programmes à l'intérieur, et sur ce, je peux booter sur la disquette, les programmes s'exécutent et je peux avoir différents éléments. Alors bien entendu, plus j'ai de programmes dans le dossier auto, plus long sera le démarrage de mon ordinateur puisqu'il va charger tout ceci en mémoire et ceci va bien sûr prendre de l'espace en mémoire. On va arriver sur une autre astuce qui est propre à l'Atari. Le TOS et le GEM Atari ne sont pas multitâches. Donc, si je veux faire certains utilitaires, ou si j'aimerais pas faire autre chose pendant que je fais un programme, ben je peux pas, il faut que je quitte le programme, que je fasse autre chose, ne serait-ce qu'utiliser une calculette, ne serait-ce que essayer de changer un paramètre d'affichage de mon ordinateur. Pour l'époque, sur les Macintosh, je crois qu'on ne parlait pas encore de macOS, mais on parlait du Finder. Le Finder de 1985, honnêtement, je ne sais pas s'il était multitâche ou pas. Je ne crois pas. Peut-être que quelqu'un avec un petit commentaire pourrait nous donner cette précision.
Le Commodore Amiga qui va arriver, qui lui utilise le Workbench, il a un système multitâche depuis le début. En plus, c'est question. Voilà. Normalement, sur celle-ci, j'ai aussi mes accessoires. Ils sont ici. Ils sont là. Voilà. Ces 3 accessoires et on les confirmer. Donc ici, comme ce sont les mêmes accessoires, et bien oui, j'ai un conflit de nom. Alors là, je confirme. Je pourrais d'ailleurs changer le nom de la copie, mais en l'occurrence, je ne veux pas le faire puisque je veux réellement copier ces fichiers par-dessus les autres. Voilà, là ça a fonctionné. J'ai mes éléments ici dans le lecteur A. Réinitialisons. Et nous voici de retour. On dirait, à première vue, il n'y a pas beaucoup de changements. Je suis sur un bureau exactement comme avant. La disquette, c'est bien la même. Mon répertoire auto, les 3 accessoires. Et bien maintenant, quand je viens sous le menu bureau, avant je n'avais que les informations, et bien maintenant j'ai des accessoires qui sont apparus. Nous avons un calculateur. Alors ça, c'est vraiment un accessoire qui a été fait par un éditeur tiers. N'importe quel programmeur pouvait faire programmer les accessoires qu'il voulait. D'ailleurs, on trouvait un peu de tout et de n'importe quoi, et on arrivait même jusqu'à un point où certains accessoires étaient incompatibles avec d'autres accessoires. Quand on les mettait ensemble, l'ordinateur était incapable de démarrer. Après, c'est à vous de trouver le bon mix des choses qui vont bien. Donc la calculatrice qu'on vient de voir, c'est en fin de compte cet accessoire qui est ici, LCD Rechner ACC. ACC voulant dire justement accessoire. J'ai un émulateur VT52 et vous voyez que ça c'est un émulateur qui a été créé par Atari. Je peux le configurer, donc c'est configurer les vitesses de transmission. Ici on est sur le port sériel de RS232. Un émulateur VT52, c'est un programme qui simule un terminal VT52 qu'on utilisait pour se connecter sur des moyens systèmes. Et donc l'avantage de mettre un accessoire, c'est que je peux faire une chose, comme je peux créer un texte où je suis dans un tableur, et si je vais aller consulter quelque chose, j'active mon accessoire, je le consulte, je ressors, et je retrouve l'endroit où j'étais. RS232, c'est vraiment la configuration du port. On va programmer sa vitesse. Vous voyez que le maximum est 9600 baux, la parité, le duplex, enfin tous ces paramètres qu'on devait paramétrer au cas où on avait un modem branché sur l'Atari qui permet à l'Atari d'atteindre un système via une ligne de téléphone. Et à l'époque, en 1985, on appelait ce qu'on appelait des BBS, des bulletins board system, qui étaient des serveurs sur lesquels ils avaient aussi des modems, donc aussi des lignes de téléphone, et on faisait directement les connexions sur ces serveurs. On était capable de rechercher des choses, mettre des choses, y compris des systèmes de messagerie. Tout ceci se fait bien avant l'existence même d'Internet. Installation d'imprimante, on voit un peu les standards de l'époque, le type. On a le choix entre matriciel ou les imprimantes à marguerite, couleur ou noir et blanc. On avait des imprimantes matricielles couleur, elles avaient des rubans aux couleurs, les définitions d'époque,
et le type de paramètres qu'on pouvait mettre. Et nous avons ici le panneau de contrôle de l'Atari. Donc on voit que je n'ai pas d'horloge permanente dans un Atari. Ça veut dire que chaque fois que je l'éteins et chaque fois que je l'allume, je perds la date et l'heure. Donc là il est 13h28 et nous sommes le 27 2019. Si je le réinitialise, au jour d'aujourd'hui, il est capable de garder l'heure, mais la date, si je me rappelle bien, il arrive à garder le jour et le mois, mais il retombe en 1986. Alors, il ne comprend pas qu'on est en 2019. Ici, nous avons c'est la vitesse à laquelle la répétition des touches doit s'enclencher. Normalement, quand j'appuie sur une touche, on entend un clic. Si j'appuie sur la touche et je reste appuyé, la touche se répète. Et bien ici, je règle à partir de quand la répétition commence. Vous entendez le premier clic et j'ai un grand espace pour les clics suivants. Et là, c'est beaucoup plus rapide. Ici, je règle à quelle vitesse elles doivent se répéter. Là, c'est rapide. Et là, elle se répète beaucoup plus lentement. Ça, c'est le déplacement de la flèche de ma souris par rapport au déplacement de ma souris sur la table. Donc, je peux régler, accélérer ou adapter cette vitesse à mon besoin. Ici, j'active ou je désactive le son de l'Atari. Ici, j'active ou désactive le clic. Là, j'appuie sur une touche du clavier, ça fait clic. Là, ça le fait plus. Et là, ça le fait de nouveau. Ici, j'ai les réglages de couleur. Je suis sur un écran monochrome, donc j'ai que le noir et blanc. Ils sont ici blanc, noir. Ici, c'est le réglage pour chacune des couleurs utilisables. Je n'ai que le blanc et le noir. Et la seule chose que je peux faire, ici, le blanc est sélectionné. Je mets mes trois curseurs, sont en fait des curseurs RVB, rouge, vert, bleu. Je les descends et j'ai inversé l'affichage de mon écran. Et vous voyez que ici, et c'est la seule possibilité que je peux faire en haute résolution. Donc ici j'annule parce que je ne veux pas garder ces paramètres. Donc si je suis sur les écrans couleurs, que je règle ou que je personnalise des couleurs, on voit que c'est un accessoire qui le fait. Donc il faut bien que je puisse le sauvegarder d'une certaine manière à quelque part. L'endroit où je peux le sauvegarder, c'est bien sûr la disquette, et l'option que j'utilise pour ceci, ce sont sauvegarder le bureau. Donc ici je le fais sur cette disquette et vous voyez que j'ai créé mon fichier desktop info. Donc là on a vu ce système d'accessoires. Alors revenons sur notre disquette B, revenons dans notre programme de traitement de texte. J'espère qu'il marchera mieux que la dernière fois. Une des particularités de l'Atari, quand j'ai deux lecteurs de disquettes qui sont connectés dessus, que je lise la A ou que je lise la B, les deux moteurs des deux lecteurs de disquettes tournent simultanément. Donc en compte, dans le système d'exploitation de l'Atari, il n'y a qu'un bit qui contrôle l'enclenchement, le déclenchement des moteurs des lecteurs de disquettes. Donc les deux moteurs fonctionnent toujours ensemble, même si je ne fais que travailler sur le lecteur A ou B. Alors, c'est ma version de Nemo.
Donc ici, je suis dans mon programme de traitement texte, je serai en train de faire mon travail, je serai en train de faire mes choses. Et puis si je viens maintenant, le menu bureau est devenu le menu papyrus. Dans la plupart des applications, c'est toujours comme ça. On change le nom de la première option du menu. Et j'ai plus les infos du gène, mais j'ai les infos de l'application en elle-même. Donc sur Papyrus, qu'il a fait, on voit que ce programme a été fait, information, copyright 1992. Voilà. Et ici, il m'indique TOS version 1.00. Et c'est bien cette application qui me donne cette fonction. Donc, OK. J'ai dit OK. Et si je viens ici, eh bien, je retrouve mes accessoires. Et c'est ça l'astuce qui est pas mal, c'est je peux utiliser mes accessoires. Ce n'est pas du multitâche. Ce que je fais en réalité, c'est que j'interromps l'exécution de Papyrus. Je fais mon petit calcul extrêmement savantissime sur ma calculatrice, et quand je quitte ma calculatrice, eh bien, je me retrouve de nouveau à l'endroit où j'étais dans mon Papyrus, et je peux continuer mon travail comme si je n'avais rien interrompu. Et ceci est valable pour, bien sûr, tous les accessoires qu'on a vus auparavant. Voilà, donc là on a fait déjà un joli tour du système. On a vu comment fonctionne le gène, on a vu comment démarrer automatiquement un programme, on a vu ce que sont les accessoires. Et bien maintenant, nous allons tout simplement changer d'écran et nous allons changer de résolution. On avait un petit accessoire à l'époque qui était très courant. Je n'ai qu'un seul connecteur moniteur sur l'Atari, mais j'ai deux écrans. Alors pour éviter de constamment brancher et débrancher et au bout d'un moment endommager les connecteurs, on avait un petit boîtier où on branchait le boîtier sur le port moniteur de l'Atari et on pouvait brancher les deux écrans sur ce boîtier, et le boîtier contient un bouton qui me permet de passer de l'un à l'autre. Donc je vais utiliser ce bouton. Voilà, mon écran monochrome n'a plus de signal et on va basculer sur l'écran couleur. Vous remarquerez que le fait de changer de résolution d'écran réinitialise l'Atari. Et nous voilà sur l'écran couleur. J'ai bien un fichier desktop info, donc il a bien gardé la configuration de l'écran tout à l'heure, donc j'ai démarré avec la fenêtre du lecteur disquette A ouverte. Mais on n'a pas du tout la même résolution. Ici on est en basse résolution, c'est-à-dire qu'on est en 320 x 200, 16 couleurs affichables simultanément sur une palette de 256. Donc c'est pour ça que la fenêtre est un peu trop grande à ce niveau-là. Mais toutes les options sont bien présentes. Le menu est exactement la même chose, simplement voilà, l'option est à l'extrême droite de l'écran. Mes accessoires sont toujours présents, j'ai bien démarré sur la même disquette, mais si je regarde mon calculateur, qu'il n'est pas très adapté pour la basse résolution. On va aller dans le panneau de contrôle. Vous voyez que le fait d'avoir réinitialisé, je suis bien resté à l'heure, ça c'est correct. Je suis bien resté le 20 du 7, mais je suis revenu en 1986. Je ne suis plus en 2019. Par contre, ici, je vois mes 16 couleurs comme elles sont définies sur ma palette, cette fois de 256. On voit ici RGB, rouge, vert, bleu,
je peux choisir une couleur. Voilà, cette couleur bleue, c'est tout simplement un bleu qui est à fond. Ce bleu-ci, il est un peu moins puissant, mais voilà, je peux le descendre, je peux mettre du vert et vous voyez que le ton change. Ici, je vais mettre un peu du rouge et on bascule ainsi d'une couleur à une autre et je peux donc modifier l'apparence des couleurs individuellement. Voilà. Je dirais qu'il y a quand même quelque chose de magique, c'est ce vert, le fond d'écran vert. Donc c'est un vert pétant. Je peux vous dire déjà que l'écran que j'utilise, en fin de compte, c'est une télévision que j'utilise, adoucit déjà ce vert. Quand on a le vrai écran couleur d'origine Atari à tube, c'est un vert qui vous brûle les yeux. Alors, je ne sais pas comment ça se fait qu'ils ont choisi, ils ont dit ce vert, c'est la couleur d'écran par défaut. Bon, peut-être que celui qui a choisi ça, il avait un ophtalmologue dans la famille, ou quelque chose dans ce goût-là, mais ça restera quand même toujours un peu un mystère. Basse résolution, allons dans les options, définir les préférences, et vous voyez que maintenant pour la résolution de l'écran, je peux choisir entre la basse et la moyenne, mais je ne peux pas choisir la haute. L'Atari a bien détecté le bon écran qui est connecté. Donc je choisis la moyenne, je confirme. Ça fait une réinitialisation. Et me voilà en moyenne résolution. Donc on voit que cette fois la fenêtre apparaît tout à fait correctement. Je suis en 640 x 200, c'est-à-dire que j'ai la même largeur que la haute résolution, mais j'ai une demi-hauteur. Comme la basse résolution, c'est une demi-largeur de la moyenne résolution. Retournons dans notre panneau de contrôle et nous voyons ici que je n'ai plus que 4 couleurs qui sont définissables, toujours sur une palette de 256, les autres couleurs sont désactivées. Mais ici, ça me permettrait justement de choisir ce vert pétant qui ne me convainc que peu. Je le diminue, voilà. Ici, j'ai un vert qui est déjà beaucoup moins agressif. Est-ce qu'on peut s'amuser un peu avec le noir? Par exemple, le noir, j'aimerais qu'il soit jaune. Rouge. On va mettre bleu, on va voir ce que ça fait. Eh bien c'est horrible, c'est pas du tout ce que je voulais. J'ai trompé dans une couleur. Voilà. J'ai remplacé le noir par le jaune et on voit que ça ne va pas du tout. Mais on peut agir sur les couleurs de l'Atari à sa guise. Là je suis repassé en noir, qu'on ait quelque chose d'un peu plus sympathique. Peut-être le blanc si je diminue un peu. Alors si je les mets au même niveau, ben ça reste du blanc, hein, ça c'est clair. Et ben on va essayer de changer un peu ça. Voilà. Ici, je tire déjà un peu plus sur le bleu. Voilà. Je fais exprès, hein. Je mets ces couleurs là.
je dis c'est l'idéal, c'est la couleur qui me plaît, c'est ça que je veux, et bien pour garder ça, je sauvegarde le bureau. Comme cette fois je suis sur l'écran couleur, que je suis en résolution moyenne, eh bien il sauvegarde le type de résolution. Il ne le fait pas quand on est en haute résolution. Haute résolution, je n'ai qu'un choix. Sur l'écran couleur, j'ai deux choix, basse, moyenne résolution. Donc voilà, faisons une réinitialisation. Donc il charge le clavier suisse romand, il charge les accessoires, c'est pour ça que ça prend un peu plus de temps que si la disquette est vide, et on voit exactement que j'ai bien sauvegardé la résolution, j'ai démarré en moyenne résolution et j'ai bien conservé les couleurs que j'avais définies tout à l'heure. Voilà. Le fait de pouvoir démarrer automatiquement des programmes par un dossier auto, ou il existe d'autres systèmes aussi, mais ça c'est le système le plus simple, permet la chose pour ce en quoi cet ordinateur a quasiment été le plus utilisé. Je réinitialise, je mets une disquette. Donc là on entend vraiment la disquette qui travaille, donc il est vraiment en train de charger quelque chose et je suis en train de démarrer un jeu. La plupart des jeux fonctionnent en basse résolution puisque c'est la résolution qui nous permet d'afficher le plus de couleurs simultanément. Et ici je suis déjà prêt à jouer. L'Atari est une machine extrêmement populaire. Elle était extrêmement populaire en Allemagne, était bien populaire en Angleterre aussi. Son concurrent principal va devenir le Commodore Amiga. Là, on est vraiment dans la mouture 1985. Donc l'Amiga 1000 sort en fin d'année et apparaît en Europe en 1986. Il est un tiers, voire moitié moins cher qu'un Macintosh pour un usage et un service quasiment identique. Ici, on a travaillé sur un Atari 1040 STF. 1040 veut dire que j'ai 1 méga de mémoire vive. 1024 bits. Il existait le 520 STF qui avait 512 kilooctets de mémoire vive, qui pour l'époque sont des quantités de mémoire incroyablement énormes. Sauf erreur chez Apple, c'est le Macintosh 128K qui est commercialisé, qui n'a que 128 kilooctets de mémoire vive. On voit que lui, il a un système qui est en ROM. On voit que avec cette machine, quand même, au jour d'aujourd'hui extrêmement modeste, on avait déjà une utilisation extrêmement moderne par rapport à ce qu'on peut faire aujourd'hui. Alors, on n'a pas tout le côté multimédia, Internet n'existait pas, mais c'est grâce à des machines de ce type-là, je pense que l'informatique a pu évoluer et devenir ce qu'elle est maintenant. Donc, ça a été énormément utilisé comme console de jeu. Il y a une librairie de jeux à disposition sur cet ordinateur qui est absolument incroyable, comme ça va le devenir sur le Commodore Amiga. Il faut savoir que l'Atari ST, le Commodore Amiga et l'Apple Macintosh utilisent le même microprocesseur, c'est le Motorola 68000. Dans l'Atari et le Macintosh, ils sont cadencés à 8 MHz, dans l'Amiga, sauf erreur, à 7,16 MHz. Il est un peu plus long, mais l'Amiga a une série de coprocesseurs qui l'aident dans ses tâches et en fin de compte à l'utilisation
la différence de performance n'est pas réellement perceptible à l'utilisateur. Il a percé dans le domaine musical, mais vraiment bien percé, pour une raison très simple. L'Atari ST est équipé des prises MIDI in-out. Donc MIDI qui voulait dire Musical Instrument Digital Interface. Et donc on pouvait brancher des synthétiseurs et vraiment des instruments de musique professionnels sur cet Atari. Et il y a des éditeurs de logiciels comme Steinberg qui ont fait des logiciels, je crois qu'ils avaient fait Cubase, et un logiciel extrêmement bien fait de studio qui permet de piloter les pistes des instruments de musique. Et ça a donné une durée de vie à cette machine incroyablement longue. On trouvait bien des Atari en utilisation bien après l'année 2000, c'est-à-dire après la disparition même de la maison Atari. Cette machine continuait à être utilisée par des musiciens ou continuait à être utilisée dans des consoles de concert ou des éléments comme ça, parce que c'était une machine qui était bien conçue, qui était pour l'époque relativement bon marché si on devait comparer aux autres, et le logiciel était bien fait. Il avait aussi percé dans le domaine journalistique. Les journalistes pouvant utiliser un Atari, on n'avait pas encore des ordinateurs portables comme aujourd'hui, hein. N'oubliez pas en quelle année nous sommes. Pourquoi ? Parce qu'on a des programmes de traitement de texte. Les journalistes en général tapaient leurs textes ou leurs choses comme ça, puis envoyaient ça dans leur maison d'édition. Mais simplement, on avait exactement la même qualité de service, les mêmes performances et la même manière de travailler qu'avec un Macintosh, mais pour un prix beaucoup moindre. En conclusion, l'Atari était une machine bien dans son temps, qui apportait son lot d'innovation et qui a bien servi, qui était bien populaire justement pour cette question-là. Ceci est ma première vidéo. J'espère que vous excuserez les imperfections, les petites erreurs de débutant que j'ai certainement faites dans la création de celle-ci, et je vous souhaite tout de bon pour la suite et j'espère à une prochaine vidéo.